Vincent Seron, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir pour cette nouvelle pause café, de nous accueillir dans votre cuisine. Avec plaisir, merci à vous. Alors on vient prendre un café avec vous aujourd'hui parce que vous êtes chargé de cours adjoint au département de criminologie à l'Université de Liège, mais vous travaillez aussi dans une unité de recherche. Et votre domaine de recherche, c'est quelque chose finalement qu'on connaît tous, mais qu'on connaît assez mal, c'est le casier judiciaire. C'est un peu la mémoire de la condamnation, enfin des condamnations. Donc, on part de l'idée qu'il est nécessaire de pouvoir recueillir toute une série d'informations sur les personnes qui ont été condamnées. Et pour ce faire, on a créé maintenant, il y a quelques années en Belgique, puisque la matière date de 1850 déjà, un casier judiciaire, enfin des casiers judiciaires en Belgique jusqu'à présent, donc, avec pour objectif de recueillir toute une série d'informations sur les personnes qui avaient fait l'objet de condamnation. Ce qui m'avait aussi interpellé, c'est que je voyais à l'époque, au tout début des recherches, le casier comme un instrument figé, où je me disais, voilà, la condamnation elle est inscrite et elle y restera ad vitam aeternam. Et puis on voit que c'est un instrument dynamique qui peut varier en termes de composition et puis surtout qui à un moment donné peut permettre l'effacement de toute une série de condamnations. Mais on voit que ce deuxième objectif de réinsertion, lui, est quand même un peu en porte-à-faux, j'ai envie de dire, par rapport à l'objectif de mémoire. Et l'affaire du trou, est-ce qu'elle a eu un impact sur le casier judiciaire, sur la façon dont on l'utilise ? Elle a eu, on ne peut pas dire que l'affaire du trou a été à la base de la création du nouveau casier judiciaire en tant que tel, mais par contre, ça a été un catalyseur incontestable. Comme beaucoup de domaines en matière pénale, et particulièrement, j'ai envie de dire, pour le casier, on a vu que l'impact était bien présent, ne fût-ce que par la rapidité avec laquelle on a pu créer cette loi, donc en l'espace de 3-4 mois, ce qui est généralement un temps record pour une matière aussi sensible. Et on a surtout vu qu'on distinguait deux grandes catégories de condamnés, ce qu'on ne faisait pas auparavant. Les condamnés, j'ai envie de dire, de droit commun, en ce compris assassinat, homicide, et puis les condamnés pour délinquance sexuelle. Et en fonction de l'appartenance à l'une ou l'autre catégorie, là on a commencé à dire que la difficulté d'effacement, le droit à l'oubli, serait plus marquée dans le cas de figure des délinquants sexuels. On sait que dans d'autres pays, il existe des registres de délinquants sexuels. Est-ce qu'en Belgique, ça existe? Et sinon, est-ce que c'est quelque chose qui est plausible en Belgique, un tel registre? Ça n'existe pas en tant que tel, clairement, mais on a vu poindre la volonté de créer ce type de registre presque concomitamment à la création du casier. Donc en première proposition en 96-97, et puis on a eu une multiplication de ce type de propositions, notamment suite à l'affaire Fourniret en 2004, une nouvelle fois un événement très médiatisé et très marquant d'un point de vue de la société, mais on s'est arrêté au stade de la proposition, donc on n'est jamais allé au-delà, comme c'est le cas dans certains États, et on pense particulièrement aux États-Unis ou au Canada, par exemple, pour ne citer que ces deux-là, où on voit que là, on est vraiment dans ce type de registre, avec plein d'effets pervers aussi. Donc, on voit maintenant dans ce type d'État des phénomènes de stratisme, où on a des ghettos de délinquants sexuels qui, au final, ne peuvent plus aller nulle part. Et donc, ça ne fait que renforcer cette difficulté, et ça ne fait que renforcer l'exclusion. On a l'impression que le casier judiciaire, il sert aussi à mettre un peu ce voyant clignotant au-dessus de la tête des condamnés en disant en gros attention danger ou attention méfiez-vous. Vous parliez tout à l'heure de réinsertion. J'imagine que dans ce cadre-là, il joue un effet très, très compliqué pour la réinsertion du casier judiciaire. L'effacement, la question de l'effacement, c'est vraiment une notion clé à ce niveau-là, non ? Oui, parce qu'on a souvent tendance à croire que les personnes ont une petite condamnation, et on entend souvent dans la presse, la personne a été condamnée à 6 mois d'emprisonnement, donc finalement c'est pas très grave. Et puis on se rend compte qu'à côté de cette condamnation prononcée, il y a parfois toute une série d'interdictions qui sont attachées à la condamnation, et qui elles vont aussi impacter la réinsertion dans la mesure où le rôle de l'effacement automatique est très limité. En d'autres termes, c'est des peines de police, donc une petite partie du contentieux pénal, donc qui sont effacés après 3 ans de manière automatique,
et ce pour autant qu'il n'y ait pas d'interdiction attachée à la condamnation, mais c'est souvent le cas aussi, donc un premier frein. Et puis pour toutes les autres condamnations, ce sont des processus beaucoup plus longs, donc notamment la question de la réhabilitation en matière pénale, qui elle n'est pas automatique, donc c'est vraiment une démarche active de la personne qui doit souhaiter à un moment donné s'amender et se dire, ben voilà, j'ai envie d'apurer mon casier. Avec plein de conditions, hein. Avoir évidemment purgé sa peine, payer ses amendes, avoir indemnisé ou en tout cas clairement contribué à l'indemnisation des victimes, et puis avoir aussi, je veux dire, réussi entre guillemets donc, la durée du délai d'épreuve, pour au final, à un moment donné, tendre vers cette réhabilitation. Et on voit que c'est un phénomène qui se complexifie avec le temps. On ne sait pas très bien l'expliquer, mais si on prend des chiffres, hein, donc en 2009, il y avait environ donc, 1950 réhabilitations qui avaient été sollicitées. Donc effacement du casier judiciaire. Oui, donc vraiment un effacement, pas automatique, hein, mais ici un apurement du casier, avec quand même presque 1750, je pense, réhabilitation accordée. Et puis en 2013, on a vu le nombre de demandes mais chuter de manière faramineuse, hein, puisqu'on est à environ, en 2013, dernier chiffre, aux environs de 920 demandes de réhabilitation. Donc là, voilà, il y a comme demandé ou accepté? Demandé, et pour accepter, on est aux environs de 700 et quelques. Ce qui est assez étonnant. Et pour autant, il n'y a pas moins de condamnations prononcées, parce qu'on pourrait se dire, ben, évidemment, moins de condamnations, dès lors, moins de demandes de réhabilitation. Mais c'est une procédure qui est quand même assez méconnue. Donc, on n'est pas vraiment informé de la démarche à suivre, qui était gratuite auparavant, donc avant 2001, et qui est maintenant payante. Ça a peut-être pu influencer les choses. En tout cas, au Canada, clairement, la rupture entre la période gratuite, entre guillemets, et le moment donné où la réhabilitation est devenue payante, ça a clairement fait chuter le taux de réhabilitation. Ça n'a pas été le cas chez nous, mais il y a une série comme ça de facteurs dont on ne sait pas vraiment, qu'on ne sait pas vraiment isoler pour se dire, ben, c'est à cause de ça que le taux de réhabilitation chute. Mais si ce n'est que c'est une procédure qui est quand même assez complexe. Concrètement, quand on a été condamné et qu'on veut se réinsérer par la suite, trouver un logement, trouver un emploi, quel est l'impact du casier judiciaire? Est-ce que c'est un vrai frein? Alors c'est un frein qui est réel et qui est concret, ça c'est certain. Quand on regarde les différentes recherches qu'on a pu mener sur la question, justement par rapport à l'accès à l'emploi dans un premier temps, on voit clairement qu'à compétence égale, une personne qui a un casier judiciaire ne fera pas le poids. Il y a même, on a vu il y a quelques années dans certains quotidiens qui disaient on engage tout le monde, peu importe votre compétence, mais pourvu que vous n'ayez pas un casier judiciaire. Donc là, c'était clairement le spot pour se dire, ben voilà, qui dit antécédent judiciaire dit à un moment donné problème potentiel chez l'employeur. En termes d'accès au logement, ben, pour les particuliers, normalement, ils ne peuvent pas avoir, la possibilité de solliciter un extrait pour un logement, parce que il n'y a aucun lien entre le fait de demander un logement et le fait qu'une personne a été condamnée. Donc en principe, c'est interdit, mais si la personne refuse de donner un extrait de casier au motif que c'est interdit, ben, le bailleur lui dira bon, c'est pas grave, de toute façon, il y a d'autres personnes qui attendent, et à ce moment-là, il pourra argumenter sur un autre point, disant que des propriétaires demandent des extraits de casier judiciaire pour louer un bien? Oui, c'est assez fréquent. Donc, on a l'aspect financier, évidemment, qui est là en premier lieu. Et puis, on a l'aspect aussi maintenant, et de plus en plus, pénal, pour se dire, ben voilà, on a une garantie complémentaire. On ne sait jamais, il vaut mieux prendre là devant. Mais légalement, c'est en principe interdit. Est-ce que cette logique est légitime quelque part de la part d'un propriétaire ou d'un employeur de vouloir s'inquiéter du passé judiciaire d'un futur employé ou locataire? Alors pour l'employeur, elle pourrait être légitime si à un moment donné, l'infraction précédemment commise et qui a donné lieu à une condamnation a un lien avec la profession. Par exemple, une personne qui a été condamnée pour fraude financière, blanchiment d'argent et qui postule dans une banque, on peut imaginer qu'à un moment donné, le lien entre les deux affaires puisse être considéré comme pertinent et dès lors considérer que la personne ne doit pas être engagée. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, on voit que ce lien n'est pas forcément
je veux dire, systématique, et que le fait d'avoir eu une condamnation, et peu importe le domaine de la condamnation, fait que de facto la personne ne peut être engagée. On ne peut pas généraliser, hein, il y a des employeurs qui savent pertinemment que le candidat a eu un passé judiciaire, mais quand même dans la majorité, on voit que ça reste un réel frein. Vous avez dit par exemple tout à l'heure que les propriétaires n'avaient pas le droit d'exiger un casier judiciaire pour soumettre un bien à la location. Qui a le droit en fait d'avoir accès aux données d'un casier judiciaire et qui a le droit et dans quel cas est-ce que c'est peut-être obligatoire? Alors, il y a le législateur, quand il a réformé la matière en 97, a clairement essayé d'avoir une sorte d'équilibre entre le droit à l'oubli d'une part et le fait de protéger la société d'autre part. Donc, il y avait une réelle dimension d'équilibre à ce niveau-là, qui en pratique n'est pas toujours avérée, mais en tout cas d'un point de vue conceptuel bien. Et donc, il a mis en place un système de catégorisation d'accès. Donc, et on a 3 grandes catégories en Belgique. Hein. Donc, la première catégorie sont les autorités judiciaires au sens large du terme, hein, donc magistrats du parquet, fonctionnaires de police, directeurs de prison, qui eux ont un accès presque intégral au casier. Puis on a une deuxième catégorie qui concerne les administrations publiques, qui elles ont un accès un peu plus limité au casier judiciaire et surtout lié à l'objectif de l'administration en question. Par exemple, l'administration fiscale pourrait avoir connaissance de manière directe d'informations relatives à une fraude en matière de fiscalité. Et puis dans un troisième temps, c'est le domaine le plus connu, hein, c'est les particuliers, donc vous et moi, où on a besoin d'un extrait de casier pour postuler un emploi, par exemple. Et là, on a encore un extrait un peu plus apuré. Donc l'objectif, c'était vraiment d'avoir une gradation à ce niveau-là, partant du principe qu'il y a toute une série de condamnations qui figurent au casier, mais qui ne sont pas pour autant communiquées aux particuliers et dès lors à l'employeur potentiel. On sait dans les faits que c'est pas évident de le mettre en pratique, mais en Belgique, la loi prévoit que la discrimination sur certains critères est interdite, comme par exemple sur un critère racial. On ne peut pas refuser un appartement ou un emploi à quelqu'un sur une base raciste. Est-ce que le casier judiciaire entre dans cette logique-là ou pas? Est-ce qu'on a le droit de discriminer sur base du casier judiciaire? Alors, en Belgique, non, clairement. Ça ne fait pas partie des critères prévus par la loi de 2007. Donc, ce qui veut dire qu'on peut discriminer sur cette base? On peut discriminer. En tout cas, on ne pourra pas être poursuivi pour atteinte à la loi antidiscrimination de 2007. Alors que c'est dans le cadre d'autres pays, hein, encore une fois, donc si on prend l'exemple du Canada, là-bas, c'est un critère discriminant. Et dès lors, l'employeur qui clairement refuse un emploi en disant voilà, par rapport à ce que vous me soumettez, certes, il n'y a pas de lien entre votre condamnation et l'emploi auquel vous postulez, mais j'estime que néanmoins, je ne peux pas vous faire confiance. Là, la personne pourra à un moment donné considérer qu'elle peut porter plainte à cet égard. Mais une nouvelle fois, le droit peut être garant de toute une série de principes intéressants, mais il y a toujours moyen de le détourner. Et dans ce cas de figure-ci, ce serait même le cas en Belgique, et ça permettrait peut-être d'un peu d'améliorer les choses. Par ailleurs, l'employeur pourra toujours dire que la personne ne convainc pas pour d'autres motifs. Et donc qu'elle ne justifiera pas son exclusion sur la base de ses antécédents judiciaires, mais bien dire, voilà, il y a un autre candidat qui convenait mieux. Et dès lors, je veux dire, la boucle est bouclée et donc le système continue à fonctionner comme actuellement. Ouais. Tout ce dont on a discuté jusqu'à présent est encore très, très théorique. Dans la vie réelle, je pense que vous collaborez avec un ex-détenu dans votre travail. Qu'est-ce qu'il en dit, lui? Comment est-ce qu'il expérimente ça au quotidien, la réinsertion et le poids du casier qui pèse sur ses épaules? Comme de nombreux ex-détenus, ça reste un frein, ça constitue encore à l'actuel pour lui un frein important dans la mesure où il est volontaire en termes de vouloir retrouver du travail. Il a déjà réussi à obtenir 2 emplois dans le cadre de sa libération conditionnelle. Le premier emploi, ça s'est bien passé. Il a failli être promu même chef de sa section. Et puis on lui a demandé un extrait de casier pour régulariser.
Et là, il a dû faire part de ses antécédents. Et l'employeur lui a dit, écoutez, vous comprenez, dans notre position, on était dans le secteur commercial, c'était impossible. Donc il convenait très bien à l'emploi. D'ailleurs, on a voulu le mettre, dans un rang supérieur. Et puis au final, terminé. Et puis sa dernière expérience, puisqu'il a pu rebondir, dans un secteur plus ou moins similaire. Une autre personne l'a reconnu dans un magasin, s'est étonné qu'il puisse travailler là, et directement l'employeur a dit idem, dans notre position, nous ne pouvons pas nous permettre. Donc 2 petits exemples qui démontrent que la personne est considérée comme apte à travailler, mais que dès qu'à un moment donné on a connaissance de son passé judiciaire, là ça devient un frein et on peut plus se permettre de. Donc on n'est plus dans le stigmate, j'ai envie de dire, de l'ancienne mouture du casier, donc la marque au fer rouge, parce que le casier trouve un peu ses origines dans cette marque au fer rouge, mais c'est quand même un stigmate qui perdure, qui est plus corporel, mais qui est sur papier, et qui démontre un peu le cynisme, j'ai envie de dire, de l'institution pénale, dans la mesure où on a été condamné, d'une part, et puis on a une deuxième condamnation qui est le casier, et qui, elle, a duré parfois presque indéterminée. Justement, pour conclure, j'aimerais vous demander un peu quels sont les enjeux derrière cette institution qu'est le casier judiciaire et vers quoi peut-être il devrait évoluer pour peut-être être plus juste ou moins discriminatoire sur les gens qui ont payé leurs dettes peut-être. Alors l'enjeu, c'est de respecter l'équilibre légitime entre la protection de la société. Évidemment, on n'a pas envie à un moment donné que des personnes commettent des infractions ou récidivent, ça c'est très clair. Et d'autre part, la possibilité de réinsérer des personnes. Il n'y a pas que des ex-détenus qui ont commis des homicides ou des actes de délinquance sexuelle, qui constituent une petite partie du phénomène. Il y a plein de personnes, vous comme moi, qui à un moment donné peuvent être confrontés à une condamnation. Vous roulez trop vite, vous commettez une infraction de roulage grave, vous êtes condamné, vous avez un casier judiciaire. Et vous avez à un moment donné la volonté peut-être de l'effacer, donc ne fût-ce que par avoir envie d'avoir un casier vierge. Et donc les mécanismes mis en place à l'heure actuelle ne sont pas forcément, je vous l'ai dit, les plus simples à mettre en œuvre, donc c'est parfois un peu le parcours du combattant. Donc je pense qu'en termes de simplification et en tout cas d'élargissement des procédures d'effacement, on pourrait faire quelque chose. Ça c'est un premier point. Et puis on pourrait se dire aussi qu'il y a des condamnations qui ne doivent pas forcément figurer sur les extraits. C'est déjà le cas à l'heure actuelle, par exemple, de la peine de travail, mais on pourrait se dire qu'on donne l'opportunité au juge de considérer que, certes, il y a condamnation, mais que par ailleurs, ça ne doit pas pour autant figurer au casier, comme ça se fait notamment en France. Donc, il y a à la fois la communication des données, et puis on pourrait se dire que tout ne doit pas figurer au casier, parce qu'au final, c'est une banque de données, importante, mais qui pour autant, ne doit pas tout intégrer. Et on voit qu'au fur et à mesure que l'on avance au fil des décennies, il y a de plus en plus d'informations qui sont inscrites, et même maintenant des informations liées dans le cadre d'une détention préventive, et dès lors donc une personne présumée innocente, alors qu'auparavant c'est quelque chose qui aurait été totalement impensable. Avant condamnation, on peut déjà avoir un casier judiciaire aujourd'hui? Oui, on peut déjà avoir des mentions dans des cas de figure très précis, donc il y a une interdiction du juge d'instruction par exemple, mais qui démontre qu'il y a un seuil qui a été franchi. Auparavant, on a toujours clamé haut et fort que ce qui figurait dans le casier, c'était des condamnations fermes prononcées par une juridiction de fond, pour simplifier les choses, et qu'il était dès lors inconcevable qu'on mette dans ce type de registre des données relevant du cadre de la détention préventive frappée du sceau de la présomption d'innocence, alors que ce n'est plus le cas depuis 2009. Et donc voilà, petit à petit, il y a des éléments qui démontrent que la balance, l'équilibre dont je parlais tout à l'heure, penche un peu plus et de plus en plus vers l'aspect protectionnel sécuritaire que plus vers l'aspect réinsertion. Alors que pour moi, je pense que les deux sont intimement liés. Une personne qui, à un moment donné, ne peut pas retrouver un travail, même dans un contexte économique comme on le connaît, pas toujours simple, inévitablement va être confrontée à des difficultés de réinsertion et va très vraisemblablement être portée à se réinjecter dans un circuit délinquant. Vincent Seron, merci. Merci à vous. Et puis merci pour le café. Avec plaisir.